Faut pas faire les choqués de la bouse que c'est, hein. On savait très bien à quoi s'attendre. Minecraft, ça a jamais eu de lore à exploiter, ça a toujours été qu'une survie. L'histoire, c'est à nous de la créer, et tous les discours du genre là. Ah, parce que j'ai l'air sérieux? Vous commencez à connaître mon autisme. Après avoir fait une chronologie sur Sonic, Pokémon et même Mario, je devais pousser le délire encore plus loin. Et si Minecraft avait une vraie histoire, un lore bien plus complexe que tout ce qu'on aurait pu imaginer? Oui, c'est encore la mission que je me suis donnée. Rassembler tous les morceaux du puzzle à travers les jeux, les spin-offs, les interviews et les théories pour tenter de reconstruire la vraie histoire des jeux. Celle qu'on aurait pu avoir en film, la chronologie ultime. Et je vais tout vous expliquer. Alors installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter une histoire méconnue, l'histoire complète de Minecraft. Mais juste avant... Bah, qu'est-ce qui t'arrive? T'es tout triste? Ta vie est si fade que ça? Elle manque d'action? T'aimerais peut-être être quelqu'un d'autre? Figure-toi que j'ai la solution. Grâce à OneState, un tout nouveau jeu de rôle mobile, tu peux littéralement devenir qui tu veux. OneState, c'est le premier jeu en monde ouvert sur téléphone. Tu vis dans une ville moderne des States et t'as le choix entre devenir un flic respecté, un chef de gang des quartiers chauds ou même un riche entrepreneur. Avec d'autres joueurs, vous pouvez former des alliances, créer des factions ou bien régler vos comptes dans des luttes de pouvoir. Tout ça grâce à un chat vocal et textuel en temps réel. Et c'est vous les maîtres de votre histoire. C'est carrément vous qui contrôlez l'économie de la ville en achetant et vendant des baraques de luxe ou en faisant circuler de la contrebande. Attention par contre, faites pas les fous, à chaque coin de rue, il y a possiblement des guerres de clans ultra chauds et ça peut vite déraper si vous êtes pas armé. Mais c'est pas tout. OneState vous permet aussi de collectionner et personnaliser à l'infini des SUV et bolides pour bien prouver devant tout le quartier. Comme cette monstrueuse Chevrolet Corvette C3 revisitée, équipée d'un aileron XXL et d'une double sortie d'échappement sport. Quoi? Avec tout ça, ta vie est toujours aussi misérable? Chut. T'en fais pas, bonhomme, je régale. Grâce au code ZICON, je t'offre 10 000 $ en monnaie du jeu. En plus de ça, tu peux retrouver des promos de zinzin sur des objets exclusifs dans le site officiel OneState. Alors rejoins-moi si tu veux devenir ce gangster que tu rêvais d'être, à défaut d'avoir une meilleure vie IRL. On dit merci qui? Plus d'infos en scannant le QR code à l'écran ou en cliquant sur le lien en description et en commentaire épinglé. On raconte qu'au départ, il n'y avait rien. Rien, si ce n'est des dimensions dominées par le chaos et la violence. C'est dans ce néant que surgirent des entités mystiques appelées les Hôtes. 3 divinités puissantes et complémentaires. Clairvoyance, l'œil tourné vers l'avenir, une entité omnisciente capable de voir tout ce qui se passe dans les dimensions et au-delà. Savoir, la mémoire vivante de l'univers, gardien de la connaissance, de l'histoire et de la création. Et action, l'incarnation du courage et de la volonté. Celle qui pousse les êtres à avancer, choisir et combattre. Ensemble, ces dieux décidèrent de bâtir une nouvelle dimension. Un monde paisible, fertile et riche de vie, l'Overworld. Mais même pour des divinités, créer un monde ne se fait pas seul. Alors, avec une poignée d'or, Savoir donna naissance à 4 êtres primordiaux pour les aider dans leur quête. Les Originels. Les premières créatures à fouler le sol de l'Overworld. L'originel de pierre qui souleva les montagnes pour sculpter les terres, l'originel de chêne qui planta les graines des biomes et donna naissance à la végétation, l'originel de brique qui veilla sur le monde durant sa construction, et l'originel de diorite qui harmonisa les relations entre les créatures en propageant la sérénité. Le monde de Minecraft est né. Parmi toutes les formes de vie existantes, une race se distingua, les villageois, la plus ancienne des créatures intelligentes. Ils bâtirent des villages et vécurent en paix, entourés d'autres êtres comme les villageois, les zombies, les creepers et surtout, les anciens constructeurs. Des êtres très importants pour la suite, puisqu'il s'agit des seuls capables de crafter des objets complexes et d'ériger des structures que l'on peut encore observer aujourd'hui. Animés par un désir insatiable d'aventure, de découverte et de connaissances, les anciens bâtisseurs rêvaient de rencontrer leur créateur. Alors, ils édifièrent pour eux un monument gigantesque en prismarine. Le puits du destin. Un lien direct et sacré entre les dieux et les habitants de l'Overworld. Ce fut l'âge d'or, un temps de paix qui ne durera pas éternellement. Car dans un autre plan de la réalité, des créatures assoiffées de destruction surgirent des profondeurs de l'enfer. On les appelle les Piglins et leur objectif, prendre le contrôle de l'Overworld. Du moins, c'est ce que raconte la légende.
C'est Minecraft Legend, le point de départ de notre chronologie. Un jour, les trois hôtes eurent une vision, celle d'un overworld dévasté par une invasion de piglins venus du Nether. Une autre dimension où règne la violence. À l'origine de cette attaque, une sorcière piglin, détentrice de l'orbe de domination. Un étrange cube capable de manipuler les esprits et d'amplifier la magie, jusqu'à corrompre des mondes entiers et déclencher des guerres. Retenez-le bien, car il risque de jouer un rôle capital dans la suite de notre chronologie. C'est d'ailleurs grâce à lui que les piglins réussissent à quitter le Nether et à ouvrir des portails vers l'Overworld. D'où la couleur violette des portails, comme l'orbe, alors que tout est rouge dans le Nether. Pour éviter ce cauchemar, les hôtes vont donc faire appel à un héros du futur, incarné par le joueur. Sa mission, unir toutes les forces du monde pour repousser l'envahisseur. Accompagné des 4 originels et de toutes les créatures du monde, le héros explore donc le monde, libère des villages, détruit les bases piglins, recrute des alliés et affronte les commandants ennemis jusqu'à défaire leur chef ultime, le Grand Pourceau. Les trois entités remercient alors le joueur pour son aide et lui expliquent que l'Overworld pourra toujours être menacé à l'avenir, mais que les habitants sont désormais unis pour le défendre. Il peut donc retourner dans le présent et laisser derrière lui une légende qui sera racontée à travers les âges. Mais comme on l'a déjà répété 4 fois depuis le début de cette vidéo, Je répète ça au moins 20 fois. c'est une légende. Rien ne garantit que les choses se soient réellement passées comme ça. Les développeurs eux-mêmes l'ont précisé, cette histoire n'est pas à prendre au pied de la lettre. Ce qui veut dire que certaines choses sont probablement vraies. Ce qu'il s'est vraiment passé, c'est que les piglins ont bel et bien tenté un jour d'envahir l'Overworld. Les portails abandonnés, qu'on peut trouver un peu partout dans Minecraft, en sont la preuve. Certaines théories nous expliquent d'ailleurs que s'ils sont venus dans l'Overworld, c'est pas par avidité, car ils ont déjà plein d'or dans le Nether et les autres ressources ne les intéressent pas, mais plutôt parce que leur monde était devenu hostile. Ce qui nous fait penser ça, c'est ce bloc, du basalte. Une roche trouvable dans le Nether, mais qui ne peut se créer que lorsque de la lave entre en contact avec de la soul sand et de la glace bleue. Or, il y a des biomes entiers de basalte dans le Nether, et absolument pas de glace, étant donné que tout brûle constamment. Pour beaucoup, c'est certainement pas une erreur des développeurs. Il y a donc eu un temps où le Nether contenait de la glace bleue et était donc gelé, ou du moins tempéré. Les piglins, matrixés par l'or, se seraient industrialisés. Ils ont construit énormément de fours pour faire fondre les minerais, ce qui a créé un effet de serre, la glace a fondu et le Nether est devenu un four géant. Comme nous le suggère le Ghast qui semble souffrir de cet environnement. Le progrès Alliance Instable nous demande de sauver un Ghast du Nether et la future mise à jour du jeu nous permettra de littéralement le faire. Après ça, l'orbe de domination et la sorcière sont arrivés et ont donné aux piglins la force de se battre et de trouver un nouveau monde à exploiter, l'Overworld. Heureusement, grâce à l'aide des anciens bâtisseurs, l'invasion fut stoppée. Les chefs piglins tombèrent et leur peuple fut soumis. Non sans une tentative de revanche dans le roman Le Retour des Piglins. Ce qui permit aux bâtisseurs de voyager librement entre l'Overworld et le Nether. Le truc, c'est que cette guerre a pas été sans conséquences. Après ça, la plupart des mobs ont goûté à la violence et sont restés hostiles. Certains villageois furent corrompus par celle-ci et devinrent les villageois et sorcières que nous connaissons. Les villageois, eux, n'eurent d'autre choix que de les chasser. Pour glorifier leur passé et expliquer l'origine du mal dans le monde, ils ont donc inventé le récit d'un héros unique. Et pour justifier le sens de la vie et l'existence des Alley, qui jouent un rôle clé dans Legend, ils ont parlé de puits du destin et de prophétie. Mais alors, les dieux n'ont jamais existé? Et l'orbe de domination et la sorcière, ils deviennent quoi? Ils sont visibles dans le film Minecraft? Asseyez-vous, ça ne fait que commencer. La suite de l'histoire, elle est écrite par Mojang eux-mêmes, depuis l'update Trails and Tales. Dedans, ils y introduisent 3 choses très importantes. La première, les ruines de sentiers. Littéralement des sites archéologiques. Ils représentent tantôt des huttes en ruine, tantôt les restes d'un village enterré appartenant à une civilisation disparue. La seconde, les ornements d'armure. Il y a plein de modèles différents, pour certains extrêmement rares et répartis un peu partout sur la map. Et parmi eux, devinez ce qu'on retrouve? L'ornement des hôtes. Et oui, on fait bel et bien référence aux hôtes de Minecraft Legend. Ça veut dire qu'on parle là d'un peuple qui croyait en eux. Mais c'est pas fini, il y a encore une dernière chose, encore plus folle. Les tessons de poterie. Ça a l'air nul dit comme ça, mais je vous jure que c'est incroyable. Dans notre monde, les tessons de poterie sont une mine d'or pour les archéologues, car c'est souvent les seuls objets à survivre aux ravages du temps. Quand le bois pourrit, que les os disparaissent, la poterie, elle,
restent. Grâce à elles, on peut dater des civilisations entières, comprendre leur mode de vie, leur nourriture, leurs rituels et même leurs échanges commerciaux. À ça, s'ajoute le fait que sur certains morceaux, des dessins, des symboles ou des gravures permettent même de raconter des histoires. Parfois, un seul fragment suffit à relier une civilisation disparue à un autre peuple, à un autre continent, voire à un autre temps. Et surprise, c'est aussi le cas dans Minecraft. Mojang en a délibérément introduit près d'une vingtaine éparpillés à des points clés. Et grâce à ça, on peut théoriser et continuer à écrire la suite de l'histoire. La première civilisation qu'on arrive à identifier, c'est justement celle des ruines de sentiers. On les trouve dans les anciennes forêts, parfois complètement enfouies sous terre. Ce sont les seuls endroits où on peut espérer trouver les ornements de l'hôte, mais surtout des tessons de poterie aux motifs très précis. Le tesson de l'ami, par exemple, représente un villageois. C'est la preuve que les bâtisseurs de cette époque vivaient en paix avec eux. Celui du danger, lui, montre un creeper, ce qui confirme qu'à ce moment-là, ces créatures étaient déjà perçues comme une menace. Mais les deux plus importants sont ceux-ci, ceux du loup et de l'épi. Parce qu'il montre que ce peuple avait atteint un mode de vie avancé. Le loup symbolise la domestication et l'épi, l'agriculture. Deux éléments fondamentaux qui prouvent qu'ils ne se contentaient plus de survivre, ils avaient commencé à se sédentariser, à bâtir une société. Tout ça laisse penser que cette civilisation s'est développée après la guerre contre les piglins. Avec le temps, leur culture se diffuse. Les anciens constructeurs voyagent et partout où ils passent, laissent des structures toujours plus grandes, toujours plus complexes. Des bâtiments conçus pour vivre, mais aussi pour se protéger d'une nature devenue hostile. Et à chaque étape, ils laissent derrière eux des poteries, des ruines et des morceaux de leur histoire. Mais il y a une chose qui ne change pas, leur foi. Ils croient toujours aux hôtes, ils espèrent leur retour. La légende parle d'un lieu sacré permettant d'entrer en contact avec eux, le puits du destin. Alors, ils décident d'en construire une réplique. Un monument immense, au plus proche du ciel, comme les ziggourats de notre monde. De gigantesques édifices religieux mésopotamiens datant de 3500 avant JC et au sommet desquels se trouvaient parfois des temples. C'est comme ça que naissent les monuments en prismarine, un matériau rare, le même que celui du puits légendaire. Et tout en haut de ces derniers, surprise, on retrouve une copie fidèle de la structure du puits du destin. À l'intérieur, ils y disposent des blocs d'or. Pas de diamants ou de l'émeraude, pourtant bien plus rares. Non, c'est de l'or. Parce que dans leur histoire, l'or est le symbole de leur victoire contre les piglins. Dans les profondeurs des océans de Minecraft, d'autres structures, plus discrètes, nous en disent encore plus sur leur mode de vie. Les tessons explorateurs, lames et richesses trouvés dans les eaux froides laissent penser qu'il s'agissait de véritables navigateurs, voire de pirates. Un mode de vie parfait pour se répandre aux quatre coins du monde. A l'inverse, le tesson du pêcheur, qu'on retrouve plus dans les eaux chaudes, montre un peuple plus posé, vivant de la pêche et du commerce maritime. Le temps passe et à l'autre bout du monde, ceux qui ont fini par s'installer dans les déserts et les jungles développent eux aussi leur propre culture. Parce que ouais, tous ces temples, comme dans notre monde, correspondent à des civilisations différentes, mais pas forcément à la même époque. Le peuple du désert vivait donc probablement au même moment que celui de la mer, et tous deux avaient un point commun, le minage. La quête de ressources était essentielle, que ce soit pour le commerce ou la construction, à tel point qu'on la retrouve gravée dans les tessons des pyramides du désert. Ce peuple-là, qui, pour protéger ses coffres, ira jusqu'à piéger ses propres temples. Pour en extraire toujours plus, il creuse des mineshafts à perte de vue, de plus en plus profonds dans le sol. Mais cette avidité va finir par leur coûter très cher. Les sols s'épuisent, les fours tournent à plein régime et, comme dans le Nether, la température a fini par augmenter jusqu'à provoquer une montée des eaux. Les peuples de la mer sont les premiers touchés. Ils tentent d'abord de se défendre en plaçant des éponges dans leurs temples, bloc que l'on peut encore observer aujourd'hui, mais ça ne suffit pas. Alors, une partie d'entre eux se lance dans une quête désespérée. Trouver un artefact capable de les faire survivre sous l'eau. Et il existe. Vision nocturne pour voir dans les profondeurs, vitesse de minage pour miner sous l'eau et apnée pour tenir plus longtemps. Tous ces effets sont réunis dans un seul objet, le conduit. Un objet qu'on peut créer à condition de trouver un cœur de la mer. Mais ils n'y parviendront jamais. Aujourd'hui encore, on retrouve les restes de leurs expéditions. Des épaves de bateaux engloutis au fond de l'océan et à l'intérieur, des cartes au trésor qui mènent parfois à ces cœurs perdus. Dans un dernier espoir, ceux restés sur place fabriquent des Guardians, des créatures censées défendre leur temple, comme les villageois avaient créé les golems pour leur village. Malheureusement, ils finiront tous par mourir et devenir ce que l'on appelle aujourd'hui des noyés. Certains d'entre eux tiennent encore un trident, outil utilisé à l'origine pour pêcher.
Pendant ce temps, à la surface, d'autres civilisations moins touchées, comme le peuple du désert, tiennent bon. Ils partent explorer le Nether, toujours pour les ressources, mais n'y trouveront rien d'utile, hormis de l'or et quelques matériaux étranges comme des larmes de Ghast ou des verrues du Nether. De quoi expérimenter, et c'est exactement ce qu'ils vont faire, comme le prouve le tesson alchimiste trouvable dans leur puits. Mais, c'est pas le seul détail qui les intrigue. Sur place, ils découvrent aussi d'étranges crânes noirs, ceux des Wither squelettes. Des restes d'humains transformés après un séjour trop long dans la dimension, tout comme les piglins deviennent des zombies dans l'Overworld. Mais eux ne vont pas le comprendre comme ça. Dans notre monde, les Égyptiens entretenaient un lien très fort avec la mort. Y a qu'à voir la momification, hein. C'est quelque chose de très présent dans l'imaginaire collectif. Rares sont les jeux vidéo se déroulant dans le désert qui n'utilisent pas des squelettes vivants par exemple. Et Minecraft ne fait pas exception. Pour le peuple du désert, ces crânes noirs ont quelque chose de sacré. Assez pour qu'ils commencent à le graver sur leur poterie. Alors, petit à petit, une autre interprétation émerge. Et s'ils n'y voyaient pas un squelette, mais une divinité. Une même religion peut parfois différer selon les civilisations. Le peuple du désert a toujours vénéré 3 divinités, comme le suggère le tesson figure, représentant un humain, les mains levées au ciel. Mais si ces divinités n'en étaient en réalité qu'une seule, un dieu unique avec 3 esprits, 3 têtes. Dorénavant, c'est en lui qu'ils croiront. C'est lui qu'ils graveront dans le grès rouge de leur temple. Les siècles passent, les coutumes changent, les technologies se perdent et les légendes s'oublient. Il ne reste plus qu'un monde de magie où les mines sont abandonnées, les pyramides désertes et les temples engloutis. Un monde prêt à être redécouvert, un monde d'aventure. Un jour, Archie, un villageois petit et chétif, fut rejeté par les siens. Méprisé dans une société où seule la force comptait, il tenta de trouver refuge chez les villageois avant d'en être chassé à nouveau. Il ira alors seul, sans but, dans une nature hostile, jusqu'au jour où il découvrit par hasard un étrange artefact. L'orbe de domination. Un objet ancien, puissant, qui lui promit la vengeance. Archie accepta et devint le chef des villageois. Animé par la haine, il fit le serment de plonger l'Overworld dans le chaos. C'est Minecraft Dungeon, le prochain jeu de notre chronologie. Bon, alors, petit disclaimer, il y a 2 écoles pour Dungeon. Ceux qui pensent que ça se passe avant Minecraft Vanilla et ceux qui pensent que c'est après. Officiellement, il n'y a pas de réponse. Les développeurs l'ont dit, Dungeon est canon au lore, mais ils savent pas encore où le placer. C'est flou et c'est volontaire. Perso, je le mets avant parce que pour moi, si les civilisations anciennes de Minecraft font penser à l'Antiquité, Dungeon, lui, est clairement le Moyen-Âge. Des royaumes, des chevaliers, des donjons et surtout de la magie. Partout. Mais ça, on en reparlera un peu plus tard. Pour se dresser contre Archie, un héros, incarné par le joueur, part à l'aventure et traverse des régions ravagées par le pouvoir de l'orbe jusqu'à affronter l'archilageois lui-même. L'orbe est détruite, Archie est sauvé et le monde connut la paix. Enfin, pas tout à fait, car l'orbe se brise et ses fragments se dispersent dans le monde. Chaque DLC nous compte donc une nouvelle menace causée par un de ces fragments que le héros défait pour faire reculer l'influence de l'orbe jusqu'à arriver dans l'End, où il finit par affronter la vraie forme du cube, une créature nommée le cœur vengeur de l'Ender. On dirait pas comme ça, hein, mais c'est une sacrée révélation. L'orbe de domination serait donc issue depuis le début de l'End. Pire encore, elle en serait son cœur, son essence, une énergie négative pure. En le détruisant, le héros met fin à sa magie, l'orbe de domination n'est plus, et le monde retrouve enfin la paix. 2 choses nous intriguent. Premièrement, c'est quoi cette histoire de cœur, d'énergie négative? Est-ce que ça voudrait dire que l'End est fondamentalement mauvais? Ce qui peut nous aider à y voir plus clair, c'est une arme très particulière. Le début et la fin. Une relique unique liée à une ancienne expédition dans l'End qui aurait mal tourné. Rien que son nom est évocateur. Il laisse penser qu'un événement irréversible s'y est produit, un point de non-retour. Et c'est étrange parce qu'à la fin du jeu, avant le DLC, l'orbe prend possession d'Archie et devient ce truc, le cœur de l'Ender. Ça voudrait dire que ce n'est pas juste une énergie qui corrompt l'esprit, elle peut aussi altérer l'apparence. Que se passerait-il si des humains entraient en contact direct avec cette énergie? Est-ce que ça pourrait les changer à jamais? Voire les transformer en autre chose? Tiens, c'est bizarre! Dans Legend, les Endermen n'existent pas, alors qu'ils sont bel et bien présents dans Dungeon. D'où viennent-ils? On laisse ça pour plus tard, parce qu'une deuxième chose ici nous intrigue, la magie.
Dans Minecraft Dungeon, elle est omniprésente. Artefacts enchantés, créatures enchantées, effets surnaturels, tout dans ce monde repose sur une forme d'énergie mystique. Et l'une des ressources qui permet de la canaliser, c'est le lapis lazuli. C'était déjà le cas dans Minecraft Vanilla, où il est utilisé pour enchanter des objets. Mais dans Legends, cette pierre bleue prenait une dimension presque divine. Elle permettait d'alimenter le puits du destin, de créer des golems, et même de faire naître des créatures alliées. Seulement voilà, Legend, comme son nom l'indique, n'était qu'une légende. Et souvenez-vous, avec le temps, on a creusé, vidé les sols et quasiment épuisé les gisements. Et puis surtout, à mesure que les sociétés se sont tournées vers l'exploration, le lapis lazuli est devenu encombrant, trop lourd, trop difficile à transporter. Alors, on l'a laissé tomber. Mais le besoin, lui, est resté. Le monde devenait plus dangereux, les monstres plus puissants, et il fallait bien se défendre. C'est là qu'entre en jeu ce truc. Ça, c'est une jauge d'âme. Dans Dungeon, chaque monstre vaincu libère une âme, une essence que le joueur peut absorber. Ces âmes alimentent des artefacts, déclenchent des pouvoirs et activent des armes. Une magie plus accessible et plus directe. Il est là l'avenir. Fini le lapis, désormais, c'est la mort elle-même qui devient une ressource. Mais très vite, une limite apparaît. Ces âmes ne peuvent pas être stockées. Elles s'évaporent à la fin de chaque mission. Il fallait trouver un moyen de les retenir, de les canaliser. Ça doit forcément exister quelque part. Non? Le Nether dans Dungeon est toujours là. C'est une zone d'aventure hostile, mais où les structures sont intactes. Les forteresses tiennent, les bastions sont debout, mais les commandants, eux, ont disparu, morts dans Legends. Seuls les piglins restent, et selon la légende, lorsqu'on les tue, ils peuvent laisser tomber du lapis lazuli. C'est littéralement ce qui se passe dans le jeu. Alors, même si c'est peu pratique, on y retourne. On les traque, on détruit absolument tout. Un massacre dont les traces sont encore visibles aujourd'hui. Des forteresses en ruine, et à l'intérieur, des coffres contenant des armes et des armures pour chevaux en fer et en diamant. Alors que les piglins, eux, n'utilisent que de l'or. Sauf qu'on remarque un truc. Le lapis ne tombe pas. Pire, dans certains endroits, leurs âmes sont absorbées par le sol, comme si quelque chose les attirait. La Soul Sand. Ce bloc du Nether dégage une énergie unique qui ne se contente pas de faire naître des flammes bleues, flammes des âmes qui brûlent pour l'éternité, mais permet aussi de faire pousser des pustules du Nether et un ascenseur sous l'eau. Voilà, ça fait début. Il est là le catalyseur que les bâtisseurs cherchaient. Rapidement, une nouvelle culture se développe autour de lui. Des expériences sont menées, des rituels tentés, certains commencent même à lui prêter une conscience, à le vénérer. Et là, un détail revient en mémoire. Ces crânes noirs retrouvés dans le Nether, les mêmes que sur certaines traces laissées par le peuple du désert. À l'époque, ils pensaient qu'ils appartenaient à un dieu, une divinité à 3 têtes qu'ils avaient commencé à représenter, à graver dans la grès rouge. Et si ce dieu existait vraiment, que c'était le dieu des arbres? Alors on tente de l'invoquer, on reproduit le symbole, on empile quelques blocs de soul sand, on pose les 3 crânes et... Ce que les anciens venaient de faire, c'était signer la fin de l'Overworld. Pendant les décennies qui ont suivi, les bâtisseurs ont dû se réfugier sous terre pour échapper à la menace grandissante du Wither. Loin de la lumière et du ciel, ils ont construit d'immenses cités souterraines conçues pour survivre. Aujourd'hui encore, ces vestiges oubliés sont visibles, ce sont les anciennes cités de Minecraft. En les parcourant, plusieurs détails nous frappent. D'abord, l'omniprésence de flammes bleues, des torches et des lanternes alimentées par les flammes des âmes. Comme dit plus tôt, cette énergie est devenue leur principale source de puissance. Mais c'est pas tout, car au cœur même de la cité trône une étrange structure. Des blocs de soul sand enflammés, parfaitement alignés devant un gigantesque portail. Ou du moins ce qui y ressemble fortement. En fait, c'est même pas une supposition. Ailleurs dans la ville, on retrouve une réplique miniature nommée dans les fichiers du jeu Small Portal Statue. Tout porte à croire qu'ils l'ont déjà ouvert. Pourquoi? Eh bien, en observant le sol, on remarque autre chose. La cité est recouverte d'une matière noire vivante, le Skulk. Un parasite qui se nourrit de la mort. Dans Minecraft, le Skulk se répand lorsqu'une créature meurt à proximité. Il absorbe leur âme et se propage. Mais c'est pas sa seule spécificité, non. Il y a aussi le fait qu'il déteste le bruit. Si on a le malheur d'en faire, le Skulk réagit, alerte les hurleurs qui, à leur tour, appellent le Warden. Ce truc n'est pas un monstre comme les autres. Il ne voit pas, il l'entend. C'est une créature faite pour traquer le moindre son. Alors, que fait-il dans une cité, elle, qui devait être un refuge, le dernier bastion de l'humanité? Comment est-il arrivé ici et qu'est-ce qui a bien pu arriver à ses habitants? La réponse, c'est une fois de plus Mojang qui nous l'a donné, sous une forme discrète, cachée dans les ruines, le disque 5.
Un disque brisé qu'il faut reconstituer morceau par morceau et qui, une fois complet, nous révèle un enregistrement. Une archive sonore des derniers instants de la cité. Et voici ce qu'on peut y entendre. Le disque débute dans le silence des profondeurs. Puis, un son. Le clic d'un briquet. Quelqu'un allume une flamme, sans doute une torche, pour s'éclairer dans les grottes. Les bruits de pas résonnent. La personne avance, seule, jusqu'à ce qu'elle croise une armée. Des soldats organisés se dirigent vers la surface. Puis, soudain, une musique se lance. Brève, avant que tout ne s'accélère. L'enregistrement bascule dans le chaos. Des bruits d'explosion de plus en plus fréquents. Quelque chose approche. Dans le vacarme, on entend des blocs qu'on place à la hâte, des pierres qu'on déplace frénétiquement, de la magie qui est utilisée, les sons se superposent, et puis... un grondement, un hurlement d'âme. Un portail a été ouvert. Les bâtisseurs placent quelques blocs, s'approchent lentement et... c'est un capteur de Skulk qui vient de s'activer. Le silence est brisé, le Warden s'est réveillé et il vient d'entrer dans l'Overworld. Tout ça s'est produit alors même qu'une autre menace s'approchait de la cité. Peut-être même que cette menace la cherchait et qu'elle venait enfin de la retrouver. Pour comprendre de quoi il s'agit, il suffit d'écouter la suite. Ce rugissement glaçant, c'est celui d'un Wither qui meurt. Le Warden l'a vaincu. C'était là, sous nos yeux, depuis le début. Ces explosions qu'on entendait, ce sont exactement les mêmes que celles provoquées par le Wither. Et regardez bien le Warden, au centre de sa poitrine, on distingue clairement des âmes. La même énergie que celle utilisée par les bâtisseurs pour leur rituel. Ce qu'il s'est passé, c'est que le Wither a fini par les retrouver. Quand l'alarme s'est déclenchée, les soldats sont remontés à la surface pour vérifier l'ampleur de la menace. Et c'était bien réel. Le Wither approchait. Alors, dans l'urgence, les bâtisseurs se sont précipités pour terminer ce que j'ai décidé d'appeler leur portail des âmes. Une structure gigantesque construite en ardoise des abîmes renforcés. Un bloc presque incassable, exactement comme ceux qui composent le portail de l'End. Sous la structure, des circuits complexes de redstone. Et devant, des blocs de soul sand enflammés. De quoi générer suffisamment d'énergie pour l'activer. Ils étaient prêts à fuir, prêts à passer de l'autre côté pour échapper au Wither. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé, car au lieu d'entrer dans le portail, c'est quelque chose qui en est sorti. Le Warden, attiré par les hurlements du Wither, réveillé par la magie. Il l'affronte et le détruit. La cité est sauvée, du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Car ce sauveur, ils vont le diviniser. Des bougies sont disposées tout autour du portail, comme pour vénérer l'endroit d'où il est venu. Ils tentent même de cohabiter avec lui, en disposant au sol de la laine pour amortir les sons et éviter de le réveiller. Cette même laine qu'on retrouve encore aujourd'hui. Mais malgré toutes leurs précautions, la situation se dégrade. Le Skulk s'étend, il prolifère petit à petit. Des hurleurs apparaissent. Partout, le silence devient une obsession. Ce qui devait être une solution devient leur malédiction. Le Warden n'est pas un protecteur, leur propre sorcellerie s'est retournée contre eux. Ceux qui décident de rester finissent par se faire massacrer, et les autres, qui avaient déjà survécu à tant de désastres, fuient à nouveau. Cette fois, ils vont creuser encore plus profondément, construire un bastion, une forteresse imprenable. Mais ils le savent, ils n'ont nulle part où aller, il ne leur reste plus qu'une seule option, se rendre dans le lieu qu'ils fuyaient autrefois. Ainsi naît la toute dernière construction des bâtisseurs dans l'Overworld, l'ultime vestige de leur civilisation, le Stronghold. En son centre, un dernier portail menant vers le lieu où tout prend fin, l'End. En rentrant dans la dimension, les bâtisseurs reprennent leurs habitudes. Comme toujours, ils s'étendent, explorent, colonisent et surtout soumettent. Ils asservissent les Ender Dragons, puis exposent leurs têtes tels des trophées au bout des proues de leur vaisseau. Mais face à leur extinction imminente, ils décident de préserver l'un d'entre eux. Un dernier Ender Dragon qu'ils maintiendront artificiellement en vie pour l'éternité. Le truc, c'est que l'End n'est pas un monde comme les autres. Ici, il n'y a pas de ressources naturelles ni nourriture. Ou presque. Il n'y a qu'un seul aliment, le Chorus. Un fruit étrange qui nourrit, certes, mais à un prix. Chaque bouchée provoque une téléportation aléatoire dans un rayon de 8 blocs. Exactement comme les Endermen. Vous voyez où je veux en venir ?
Dans l'End, il n'existe qu'un seul moyen de retourner dans l'Overworld, tuer un Ender Dragon. Et si la première expédition, celle évoquée par l'arme dans Dungeon, avait justement échoué à cause de ça. Seuls quelques survivants auraient réussi à vaincre un dragon, laissant les autres derrière eux. Sans ressources, condamnés à se nourrir de Chorus, ils auraient lentement muté sous l'effet combiné de ce fruit et de l'énergie sombre de l'End. Et c'est ainsi que seraient nés les premiers Endermen. Seuls êtres capables de se téléporter naturellement entre les mondes, comme l'orbe de domination. D'où le fait que l'on puisse en trouver dans le Nether. Ainsi, pour les bâtisseurs restants, l'histoire s'arrête là, coincés à jamais dans l'End, lentement transformés. Tout ce qu'il leur reste, c'est cette capacité à manipuler les blocs, comme s'ils cherchaient à reconstruire quelque chose, à se rappeler un passé perdu. La dernière trace de leur identité, de leur héritage, de leur passé de bâtisseurs. Des décennies, des siècles, peut-être même des millénaires plus tard, la mémoire des bâtisseurs s'efface, mais leur empreinte, elle, reste. Partout dans le monde, leurs ruines dorment sous terre. Ils auront littéralement façonné l'Overworld. À la surface, un autre peuple observe et tente de comprendre. Ce sont les villageois. Depuis des générations, ils se racontent l'histoire des bâtisseurs. Ils cherchent à les imiter, à reproduire ce qu'ils ne comprennent pas totalement. Dans leur manoir, on trouve des répliques étranges, des lits, des cartes et même des tentatives maladroites de recréer des portails de l'End. Mais rien ne fonctionne car tout est en laine. Ils s'essayent même à la magie, mais avec le lapis lazuli. Ils savent qu'il a un pouvoir, celui de créer et peut-être même de donner la vie. Et justement, dans une salle étrange, une sculpture immense représente un crâne villageois et à l'intérieur, un bloc de lapis. À quoi souhaite-t-il donner vie? Personne ne le sait vraiment. Mais dans une autre pièce plus discrète, on peut parfois trouver des blocs de laine dont les couleurs rappellent vaguement quelque chose. Dans tous les cas, il semblerait qu'il soit sur le point d'y parvenir. Comme en témoigne le totem d'immortalité, un objet capable de ramener son porteur à la vie. Pendant ce temps, la nature reprend ses droits. Mais sous chaque biome, dans chaque temple, un fragment du passé subsiste. Tout ce qu'il reste aujourd'hui, c'est un monde qui n'attend que d'être exploré. Et c'est là qu'apparaît Steve. Dans Minecraft, Steve, Alex, le joueur ou même les joueurs apparaissent dans ce monde. Leur mission, c'est à eux d'en décider. Choisir s'ils veulent l'explorer, le construire ou en faire quelque chose de totalement différent. Alors, peu à peu, ils voyagent, rencontrent les villageois, découvrent le Nether, le Wither, les temples sous-marins, minent et craftent tout ça avec un objectif, atteindre l'End et vaincre l'Ender Dragon, le dernier de son espèce. Pourquoi ? Bah on sait pas vraiment, c'est juste que le jeu nous demande de faire. Peut-être que c'est pour mettre fin à son calvaire, qui dure depuis déjà bien trop longtemps. Une fois vaincu, le joueur est accueilli par un étrange poème. Deux entités cosmiques discutent de lui comme s'il était observé depuis un autre plan de la réalité. Pour arriver à la conclusion que tout ce que le joueur a construit, exploré et rêvé dans Minecraft fait partie d'un tout bien plus grand. Il rappelle que même dans un monde fait de blocs, les idées, les émotions et l'imagination sont bien réelles. Un message qui conclut Minecraft non pas comme un simple jeu, mais comme une expérience qui célèbre l'imagination humaine. Car la suite de l'histoire, c'est aux joueurs de la construire. Enfin, ça, c'est mon interprétation personnelle. Ouais, je sais, il y a plein d'incohérences et sûrement encore plus de questions que de réponses. Pourquoi trouve-t-on un tesson de poterie du Warden dans les ruines marines si les dragons ont été décimés après Dungeon? Pourquoi il n'y en a plus aucun dans Dungeon? Et si Dungeon vient après Vanilla, alors pourquoi y a-t-il déjà des constructions dans l'End alors qu'elles sont censées avoir été bâties par les anciens constructeurs? Et encore, j'en passe plein d'autres, mais bah c'est normal. Pour avoir une chronologie, faut commencer par avoir une histoire. Et Minecraft n'a pas d'histoire. Il y a un lore, ça c'est sûr, Mojang l'a confirmé, c'est même pour ça que Dungeon et Legend existent. Mais ce lore n'est pas là pour fournir un scénario précis, il est là pour rappeler aux joueurs que ce monde a déjà vécu et que désormais, c'est à lui d'écrire la suite. C'est pour ça que j'aime imaginer Dungeon comme un avant, parce que ça me plaît de penser que le futur de Minecraft ne dépend pas d'un récit figé, mais des choix des joueurs. Que le monde est devenu ce qu'il est, parce que des gens l'ont détruit, reconstruit, oublié et inventé. Chaque mise à jour, chaque ajout, chaque biome ou structure étrange sont des pièces de puzzle que le joueur peut regrouper comme il veut. Ce ne sont pas les éléments d'une histoire officielle, mais des éléments pour renforcer notre histoire. C'est pas un hasard si le premier boss du jeu est un dragon. Les développeurs l'ont eux-mêmes déclaré, ce qu'ils voulaient, c'était donner un but aux joueurs, un objectif clair à atteindre. Ils ont donc choisi un dragon, en clin d'œil au conte d'aventure classique, où le héros finit son épopée en affrontant la créature. Une vraie fin de jeu, mais pas une fin d'histoire. Alors voilà, on n'aura jamais de réponse définitive ni chronologie officielle. Ça, c'était la mienne. Celle que j'ai construite en jouant pendant des heures, en explorant les moindres recoins et en lisant des dizaines de théories de fans. Maintenant, c'est à vous de jouer. Corrigez-la, complétez-la ou partagez carrément la vôtre en commentaire. Je vais tout lire. Parce que la vraie chronologie de Minecraft, c'est à vous de l'écrire. Ah et partez pas sans vos 10 000 $ sur OneState grâce au code ZICON. Encore merci à OneState pour leur confiance. Plus d'infos sur le lien en description ou en commentaire épinglé.